Alors, bonsoir à tous. Alors, comme ça a été dit, pour cette première partie, moi, je vais essayer de vous donner une aperçu global du portefeuille biomatériaux. Donc, contrairement à Roger, moi, ça fait 15 ans de ma vie que je fais des biomatériaux depuis que j'ai commencé en 2007. Donc, ça fait 15 ans que j'ai évolué dans ce monde qu'en effet, il est très passionnant. Donc, quand on parle aujourd'hui de gamme biomatériaux, BioHorizon Camlog, la première question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une gamme de biomatériaux? La réponse pour nous, elle est claire, c'est un oui. Et pourquoi? Parce qu'on pense et on est convaincu qu'un produit universel qui va donner des résultats cliniques optimaux dans toutes les indications cliniques pour tous les patients, tout simplement n'existait pas. Et donc, ce qu'un clinicien va valoriser, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une boîte à outils avec différentes solutions et qu'on peut après customiser et appliquer selon le patient, selon le cas clinique. Et c'est en partant de ce postulat qu'on a développé une gamme très large, très exhaustive. Donc, en se basant sur les 4 piliers, que ce soit des greffes osseuses, on a des xynosynthétiques, des membranes, des hémostatiques, et puis une solution pour la régénération tissulaire, la novomatrice, dont ce sera le sujet de la deuxième partie. Et donc, quand je parle de portefeuille exhaustif, j'entends vraiment le ou un des plus exhaustifs en Europe occidentale. Donc, si on se compare aux leaders de marché, donc Destraumann, Geisslich, Nobel, Zenvi, on voit clairement qu'on est les seuls à pouvoir cocher toutes les cases et proposer au moins une solution par catégorie. Donc, si on les prend de droite à gauche, donc si on commence par la novomatrice, donc la novomatrice, c'est une solution, c'est une alternative au greffe palatine, donc au greffe conjonctif. Donc aujourd'hui, la greffe conjonctive reste et le gold standard, donc c'est en termes de biologie, bioacceptance, mais par contre, il y a aussi des limitations, des problèmes, donc des problèmes de disponibilité. C'est pas toujours facile de prendre du palate, surtout si on a des phénotypes qui sont fins ou bien si on a besoin d'une grande quantité pour couvrir des récessions. Il y a des appréhensions du patient, donc en termes de douleur. Il y a un risque, il y a toujours un risque du site donneur, risque d'infection, risque d'hémorragie, de nécrose. Et évidemment, si on a besoin de faire deux chirurgies, donc prendre d'une partie pour mettre de l'autre côté, ben on a besoin de plus de temps. Donc la novomatrice et les autres aussi donc, se positionnent comme une alternative. Donc la sémantique ici, elle est importante. C'est pas un remplacement, c'est une alternative efficace, mais qui va résoudre ces problématiques-là. Donc, elle est d'origine animale. Donc, en termes de disponibilité, on a une disponibilité illimitée, beaucoup plus de confort pour le patient qui va subir une seule intervention et non pas deux. Il n'y a pas de site donneur à gérer parce que tout simplement, il n'y a pas de site donneur. Et si on part avec une solution prête à l'usage, si on calcule un peu, on a fait une estimation du temps nécessaire pour l'extraction, la gestion du site, la déépithélisation du tissu si déépithélisation a besoin, ben on a besoin quand même beaucoup plus de temps et on a estimé à moins 30% de temps global. Donc ça, c'est le positionnement de la novomatrice et des autres, comme bien j'ai dit. Donc c'est quoi la différence de la novomatrice? Donc la différence en un seul mot, c'est une matrice qui n'a pas été endommagée. Donc, c'est vraiment la clé, c'est le procédé de fabrication. Donc, c'est un procédé qui va nous permettre d'éliminer toutes les composantes immunogènes, donc des cellules, DNA, antigens, donc tout ça, elle est enlevée, sans pour autant endommager ou bien compromettre la structure, la morphologie de la matrice. Donc, on va garder le collagène, donc qualitativement et quantitativement, donc tout ça, ça a été testé, vérifié. On parle souvent de matrice de collagène sur un geste ou juste. Donc, le collagène, c'est le composant majoritaire, mais elle contient aussi de l'élastine, de l'acide hyaluronique, des plioglycines, fibronectine, et aussi on va décellulariser, mais on va garder la structure vasculaire. Donc, cette structure qui va après servir pour les cellules endothéliales de venir s'adhérer, maturer, se connecter. Donc, il y aura un phénomène d'anostomosis et se connecter à la vasculature du patient. C'est vraiment la matrice et n'est pas endommagée. Donc, pourquoi ce fait-là est important? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'un tissu ou bien un tissu qui n'a pas été endommagé, il va être reconnu positivement par le corps qui va chercher ou qui va chercher à l'intégrer. Donc, il y aura une revascularisation, un repeuplement avec des cellules du patient et finalement, il y aura une régénération.
Alors que le cas contraire, si on a une matrice endommagée, qui va être reconnue négativement et on va chercher à l'éliminer. Il y aura de la fibrose, il y aura un peu de fibrotic overgrowth et il y aura finalement une dégradation, soit une encapsulation vasculaire ou une vasculation fibrotique. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont vraiment établi cette relation entre les propriétés mécaniques, structurelles de la matrice et la réponse in vivo. Donc, tout ça, ça a été fait dans des primates, donc ce qu'on appelle des modèles primate model avec un système immunitaire humanisé, donc beaucoup plus prédictif qu'est-ce qui va se passer dans l'humain, et qu'ils ont démontré que seules les matrices qu'ils ont retenu ce côté intact d'un point de vue biomécanique, structurel, seuls eux ou seules elles, ils vont induire une réponse régénératrice. Et donc, la dernière, il y a aussi une étude qui a démontré, qui a comparé un peu head-to-head, connective tissue et puis les ADM, ou bien les matrices décellularisées dans l'humain. Puis, on a démontré que sur le long terme, on a des résultats qui sont comparables et similaires. Donc, pas identiques, évidemment. Encore une fois, c'est une alternative, mais ce sont des résultats parfaitement comparables. Et ça, on le voit cliniquement, évidemment, mais on le voit aussi d'un point de vue histologie. Donc, si on prend les tissus out of the box, comme on dit, donc si on fait une histologie, on voit clairement que la novomatrice est celle qui ressemble le plus au terme natif humain. Donc, alors que d'autres matrices, mycoderme, mycographe, poreuse, pour ne pas les nommer, on voit clairement qu'il y a eu un traitement qui a certes décellularisé, donc on ne retrouve pas des cellules. Donc en termes de biocompatibilité, ça serait similaire, mais clairement, on était incapable de retenir la structure, la morphologie de la matrice. Donc ce sont vraiment des matrices qui ont été endommagées. Après, typiquement pour le mycographe, il y a eu d'autres alternatives pour un peu combler ce problème. Puis on a sorti une deuxième version, le FibroGuide, etc., etc. Mais on voit clairement par histologie que ce n'est pas la structure d'un tissu ou bien d'un tissu naïf ou natif. Alors pour les applications, on était avec Dr. Gardella en train de discuter ça offline. Typiquement aujourd'hui, on a trois applications. Donc toute la partie gagnée ou bien augmentée des tissus kératinisés autour des implants et des dents. Donc GTR, donc toute la partie root recession coverage, et puis pour augmenter l'épaisseur de la mucose autour des implants et des dents pour des traitements prosthétiques. On a aussi fait un casebook que si vous êtes intéressé, moi je peux partager avec vous. Maintenant aussi une copie où on a compilé des casebooks, des biomatériaux d'une manière générale, mais aussi des cas très très intéressants de la novomatrice. Aujourd'hui, c'est un produit relativement neuf, le produit en soi, et non pas le procédé. Le procédé, ça fait 40 ans avec les premières versions Alloderm et la famille Alloderm. Mais aujourd'hui, en 2009, on a des retours, on a des études récentes jusqu'à 3 ans et on a un retour du marché extrêmement positif. Et puis, comme j'ai dit, Dr. Gardella, il va nous parler un peu plus de son expérience avec la novomatrice. Donc ça, c'était la novomatrice. Donc c'est une solution pour la gestion des tissus mous. Et on a aussi des solutions dans toute la partie greffe osseuse. Donc on a plusieurs produits, plusieurs solutions avec des caractéristiques complémentaires. Donc le premier, c'est le Minerals XP. Donc Pi, c'est le porcin. Et le porcin a plusieurs caractéristiques. Donc la première, c'est la structure. Donc c'est une maille cristalline très similaire à l'humain. Ça, on le peut voir très très bien avec la spectroscopie infrarouge. C'est vraiment un os similaire à l'humain. Après sélection de l'os, on a un traitement qui est à très basse température, donc entre 400 et 600 degrés. Et ce traitement, pourquoi c'est important? Parce que ça va nous permettre de maintenir et de préserver la substitution naturelle osseuse, qui est le carbonate apatite. Ça, c'est très important parce que le carbonate apatite, à part d'être la substitution native dans l'os, ce sont des cristaux qui sont très amorphes, donc une cristallinité très faible avec une capacité de remodelage par les cellules ostéoclastes très élevée. Donc finalement, ça va donner plus d'os et plus de remodelage que si on travaille avec un bêta-TCP ou bien hydroxyapatite. La troisième caractéristique, c'est la surface rugueuse. Donc ici, ça va donner une hydrophilicité, ça va donner une adhésion cellulaire sur la surface, donc beaucoup plus d'invasion cellulaire et de remodelage. Et la quatrième caractéristique, c'est la porosité. Ce sont des granules extrêmement poreuses
Et ça, c'est très important parce qu'il y aura deux bénéfices. Donc, le premier, c'est une capacité de remplissage plus élevée. Donc, avec une quantité égale en grammes, on va remplir 49% de volume de plus qu'un BIOS, par exemple. Et aussi, il y aura beaucoup plus d'espace, de volume et d'espace disponible pour la néoformation osseuse. Donc, on a jusqu'à 95% de volume disponible. Et donc, dans le titre, j'essaie de un peu résumer tout ça en une seule phrase. Donc, le Minors XP, le porcin, sera similaire à l'homme avec une porosité maximale. Donc, le deuxième, c'est le X. Donc, le X, il est bovin. C'est la différence. Donc, il est bovin, mais c'est exactement le même traitement. C'est exactement le même procédé de fabrication, les mêmes usines, les mêmes fabricants. Et on va retrouver les mêmes bénéfices. Donc, carbonate apatite, amorphous, ostéoconductif et une surface rugueuse. Par contre, la différence, c'est que étant bovin, donc il va se remodeler de manière moins rapide que le XP. Et donc ça, on l'a vu par exemple dans cette étude-là, on a comparé tête à tête le P porcin avec le B, le bovin, et puis on retrouve que le porcin à 4 mois, dans des extraction shock, des alvéoles d'extraction, on a plus d'os si on travaille avec le porcin. Par contre, on a une résorption plus rapide, donc on a plus de greffe résiduelle avec le bovin. Donc ça a été confirmé par une autre étude à 6 mois, encore une fois. Donc le porcin donne plus d'os, mais se réserve plus rapidement. Et donc le X, le bovin, sera un compromis entre la néoformation osseuse et la préservation volumétrique, ou la préservation du volume. Le troisième, si on parle de préservation de volume et puis on veut la pousser à l'extrême et avoir une stabilité volumétrique permanente, là on a le Ceros qui est aussi bovin, mais lui par contre a été traité à très haute température, ce qu'on appelle le processus de sintering. Donc littéralement, on va évaporer toute la substitution carbonate apatite, puis on va se retrouver avec une maille cristalline faite de hydroxyapatite, extrêmement cristalline, tout à fait ostéoconductif. Par contre, il n'y aura pas de remodelage. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une océo-intégration. Donc, on a besoin, selon la taille du défait, entre 6 à 9 mois pour avoir une océo-intégration, quand on le voit dans l'image ici. Et ça va être une greffe permanente stable. Donc, si on revient après 10-15 ans, aujourd'hui, je pense qu'on a des études jusqu'à 15 ans, ben, on va retrouver 90-95% de la greffe initiale. Donc, clairement, on est là en train de remplir, de combler un défaut et on ne cherche pas à avoir un remodelage ou bien formation de l'os du patient. Alors, le last but not least, le Synmax, donc lui, il est synthétique. Et donc, c'est une composition biphasique. Biphasique, c'est-à-dire que c'est des graines qui sont faites 40% bêta-TCP et 60% hydroxyapatite. Et donc, le rationnel derrière, c'est que le bêta-TCP, c'est un produit qui va se dégrader rapidement par des moyens cellulaires. Donc, il va être dégradé par des cellules ostéoclastes. Et après 6 mois, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de générer une porosité en fonction du temps. Donc, plus ça se résorbe, plus ça va créer de la porosité, plus il y aura d'invasion cellulaire, de vascularisation et de formation osseuse. Et entre-temps, le hydroxyapatite, il va assurer à peu près 60% de stabilité volumétrique. Donc, on a un peu ce qu'on a dans le porcin, parce que je vous ai montré avant cette porosité by design dans le porcin. Ici, on essaie de la mimer, de la reproduire de manière synthétique. On aura quelque chose qui va se résorber pour créer de l'espace et avoir de l'espace pour de la formation osseuse. Donc voilà, quatre solutions. Donc le Minors XP, donc P c'est le porcin, X c'est le bovin. Donc les deux carbonate apatite, le Ceros, il est bovin aussi, mais clairement c'est du hydroxyapatite et le Synmax, il est synthétique. Maintenant, le corollaire, quand on a plusieurs solutions, c'est de se poser tout simplement la question, mais quel produit je vais utiliser pour quelle indication clinique? Donc on a essayé de mettre en place un arbre décisionnel simple en se basant sur les caractéristiques intrinsèques des solutions. Donc, dans des indications un peu communes, donc que ce soit une élévation du plancher sinusien, sinus lead extraction socket, right augmentation, etc. Donc, la recommandation, ça sera le porcin. Donc, clairement, ce qu'on va
valoriser. Ici, ce qu'on va mettre en avant, c'est cette capacité de se remodeler de manière rapide et de former de l'os du patient. Donc, on aura besoin, donc 4 à 6 mois, ça c'est un peu le temps nécessaire pour avoir assez d'os, pour avoir une stabilité primaire de l'implant. Donc, 4 à 6 mois, selon la taille du défaut, on peut faire une entrée avec le Minos XP. Donc, clairement, c'est un remodelage rapide. Maintenant, le remodelage rapide, il peut être aussi problématique. En tout cas, on ne veut pas l'avoir dans des conditions bien spécifiques. Typiquement, si on est dans la zone esthétique, donc on aimerait avoir une greffe qui va donner une certaine stabilité volumétrique pour servir de support au tissu mou, par exemple. Donc ici, on peut après recommander le X qui a un temps de remodelage entre 6 mois et 9 mois selon la taille. Donc, une deuxième application, ça sera si on n'a pas planifié un implant, late implant placement. Donc, si on part avec un XP, on va régénérer après 6 mois. Si on ne rentre pas après 6 mois, ou bien si le patient ne revient pas, il peut y avoir un début de résorption et puis on peut finir par avoir une atrophie, chose qu'on ne veut pas évidemment. Donc, ça, ce sont les applications du bovin. Et puis, la troisième application qui est assez classique, comme tous les bovins, on peut les utiliser soit en combinaison avec de l'os auto ou bien allo pour contrôler le temps de résorption et donner plus de stabilité volumétrique. Donc, la troisième application, ça serait de implant ou immediate implant, donc placement immédiat d'implant. Alors ici, en tout cas, moi, j'ai parlé avec beaucoup de cliniciens. Il y a deux écoles, il y a deux philosophies. Il y a une partie qui est un peu standard. Il dit oui, mais c'est exactement le même mindset qu'avant. Donc moi, j'aimerais avoir un produit qui va se régénérer, se remodeler de manière assez rapide. Il n'y a pas de raison pour que, dans ce cas-là, moi, je choisis autre chose. Et puis, il y a la deuxième version qui dit, ben voilà, si moi, je décide de faire un implant immédiat, c'est que je considère que j'ai assez d'os. Donc, le temps n'urge pas, donc je ne suis pas dans l'urgence de remodeler. Par contre, je peux avoir besoin d'un comblement plus de la partie coronaire de l'implant. Donc, j'irai sur quelque chose qui va me donner plus de stabilité volumétrique. Et donc, le XP ou bien le X ou bien le X plus l'auto. Donc, ça, c'est généralement les trois recommandations que nous recommandons si on décide de partir pour un implant immédiat. Et déjà, avec ces deux produits-là, donc le X et le XP, on est capable de couvrir jusqu'à 90-95% des besoins réels des cliniciens. Donc, le reste, ça va être des applications, je dirais, plus ponctuelles. Typiquement, si j'ai besoin de faire une augmentation en bloc, donc au lieu de prendre un bloc de patients, on a le Mineros X aussi en bloc. Donc, avec un supplément de 5% de collagène pour un peu accélérer, pour améliorer la manipulation et puis aussi accélérer le temps de remodelage en ajoutant du collagène. Donc, si on a besoin d'un bloc, on a aussi un bloc dans la gamme. Si on a des patients que pour des raisons diététiques ou religieuses, ils ne veulent pas avoir des greffes d'origine porcine ou bovine, ou bien tout simplement, ils ont un historique, ils ont un passif d'allergie, d'hypersensitivité à des greffes alloxéno, on peut décider de partir avec une greffe osseuse purement synthétique. Et là, on aura besoin, encore une fois, entre 6 et 9. Ce sera beaucoup plus vers le 9 que vers le 6 pour avoir assez d'os, une stabilité ou une intégration stable pour faire une réentrée. Si on a des patients qui ont une qualité d'os qui n'est pas optimale, donc on peut aussi décider de partir avec la séros. Et ici, on est clairement en train de combler. Donc on va plus avantager le fait de remplir un vide, combler le défaut, et il n'y aura aucune régénération. Donc on ne cherche pas à régénérer, on cherche tout simplement à combler. Et donc déjà, ça donne un point de départ optimisé pour les cliniciens pour clairement avoir une vision globale et claire quel produit ou quelle solution je vais utiliser pour quelle indication. Donc ça, c'est un peu la gamme qu'on a existante en France pour les greffes osseuses. Après, on a des membranes. On a 4 membranes. Donc la première, c'est ce qu'on appelle la membrane Everyday Membrane. Donc c'est vraiment une membrane qui fait le travail d'une membrane classique. C'est une membrane qui a été réticulée. Elle est d'origine de porcine, du périthéum. Donc il y a eu un traitement chimique doux pour augmenter les propriétés mécaniques. Donc elle a une résorption entre 3 et 4 mois.
une force mécanique, donc une résistance à suture pull-out, donc résistance à la fixation. Elle n'est pas spécifique, site spécifique, donc on peut l'utiliser des deux faces. On peut l'utiliser soit hydraté, on peut l'hydrater avant, elle ne colle pas. C'est vraiment une membrane qui fait 90%, je dirais, qui va couvrir 90% du besoin qu'une membrane classique va nous donner. Après, on a, donc ça c'est le pliable. En plus de la résistance mécanique, on a aussi fait des études en termes de durée ou de durabilité et de biocompatibilité. Donc, on a démontré que la pliable a une durée de vie in vivo plus longue qu'une BioGuide. Donc, si vous voyez ici une BioGuide, après 4 semaines, elle va complètement disparaître. Donc, il y aura une résorption accélérée. On a à peu près 5%, c'est-à-dire que ça est totalement dégradé. Alors qu'avec une pliable, après 4 semaines, on a toujours à peu près 40% de la membrane initiale. Donc, on a une fonction barrière plus étendue dans le temps avec la pliable qu'avec le BioGuide. On a aussi fait des études de biocompatibilité. Donc, on a vu l'inflammation et la fibrose à 4 et 8 semaines. Et on a démontré que le pliable, dans les early time points, on a moins d'inflammation et on a moins de fibrose. Donc tout ça va se traduire en plus de confort pour le patient, moins de médication, bien un régime médicamenteux plus mild pour le patient, etc. Vraiment, c'est une membrane qui se positionne très bien en termes de propriétés mécaniques et en termes de biocompatibilité et de durabilité. Après, on a la RCM, ça c'est la deuxième membrane. Celle-là, elle est bovine, reconstituée. Donc ça, c'est une réticulation très élevée. Donc littéralement, elle est fabriquée à partir du collagène bovin. L'idée, c'est d'avoir une rigidité. Donc c'est une membrane qui est un peu rigide et puis une mémoire, shape memory. Donc c'est pas une membrane qui va se conformer de manière, il n'y a pas cette conformabilité sur le défaut. Et là, un temps de résorption étendu, donc jusqu'à 9 mois. Clairement pour des applications où ces caractéristiques sont bénéfiques à l'application. Donc, soit on cherche à maintenir un espace pour faire un GTR, par exemple, garder un volume pour laisser de l'espace pour le tissu pour se régénérer. Une GTR, je dirais, plutôt que dans GBR. Donc, si on a de temps de cicatrisation plus long que les 6 mois, et si on veut, par exemple, faire des greffes en bloc, la RCM, vu que c'est plus rigide, on peut la fixer avec des tournevis, avec des tacks. Donc, elle se prête mieux à des méthodes de fixation qui peuvent être un peu plus, je dirais, harsh. Alors, les deux premières sont chimiquement modifiées, donc réticulées. La troisième, l'Argonaute, ne l'est pas. Et donc, ça, c'est beaucoup de gens qui aiment travailler, beaucoup de cliniciens qui aiment travailler avec des membranes natifs, donc qui n'ont pas été modifiés. Il y a des études qui montrent que si on a une réticulation, peut-être pendant la dégradation, il y aura une libération de molécules toxiques. Donc, ils préfèrent utiliser des membranes natifs. C'est une membrane péricardiaque d'origine porcine. Donc, elle a un temps de résorption plus élevé. Donc, elle a une structure, ce qu'on appelle le honeycomb. Donc, c'est vraiment une structure, la structure native du péricardium, du tissu péricardiaque. Et ce qu'elle a, en particulier, c'est une élasticité. Donc, c'est vraiment la membrane prisée pour des gens qui font des techniques sausage, par exemple de la saucisse. On peut tirer dessus, on peut la fixer. C'est cette élasticité que les gens cherchent s'ils veulent utiliser l'Argonaute plus le côté non modifié chimiquement. Et la quatrième, c'est la PermaPro. Donc, les 3 premiers sont tous d'origine animale et les 3 sont résorbables. PermaPro, elle est synthétique et permanente. Donc, clairement, une membrane permanente synthétique, rigide, donc elle va maintenir l'espace. Et la particularité, c'est elle peut être exposée. Donc, on peut faire du open healing. Et puis, il y a des études qui ont démontré que closed healing versus open healing, il n'y a pas une perte en termes de régénération osseuse. Donc, on a à peu près un gain volumétrique qui est très comparable. Si on a une dehiscence ou bien une exposition, c'est une membrane qui peut être laissée exposée. Il n'y aura pas d'inflammation, il n'y aura pas d'infiltration bactérienne parce qu'elle a une porosité extrêmement faible dans l'ordre du nanomètre. Donc, c'est vraiment c'est du dense PTFE.
Voilà, donc les 4 membranes. Maintenant, si je reviens au diagramme d'avant, et puis j'essaye de faire un peu un combo, une solution clé en main ou intégrale, greffe osseuse, membrane. L'idée, c'est de faire un peu aligner le temps de cicatrisation de greffe osseuse par rapport au temps de résorption de la membrane. Et donc, un Mynors XP, si on a besoin de 4 mois, ben, on peut faire typiquement avec une pliable qui a un temps de résorption entre 3 et 4 mois. Si avec le Mynors X, donc si on anticipe de temps de cicatrisation plus étendu, plus long, donc on peut partir avec le RCM qui a jusqu'à 9 mois ou bien l'Argonaut jusqu'à 6 mois et ainsi de suite. Donc si on travaille par exemple avec une greffe osseuse synthétique, peut-être on aimerait aussi avoir une membrane synthétique. Donc ça serait Synmax Plus, Permapro, etc., etc. Et donc ça c'est un peu l'idée de faire un match entre le temps de résorption de la membrane et le temps de cicatrisation de la greffe osseuse. Last but not least, on a aussi des solutions hémostatiques. Donc, c'est du collagène bovin. Donc, ce sont des collagènes qui résorbables de manière assez rapide, dans 14 jours. Donc, le BioPlaque, on voit clairement à partir de la forme, c'est pour la stabilisation du cloque dans les alvéoles d'extraction. Et le BioStrip, ça serait plus pour gérer des tissus ou bien des wounds, des blessures ou bien des zones d'extraction. Et puis, on peut aussi utiliser comme une solution pour protéger, par exemple, la membrane schneiderienne dans des procédures d'élévation du sinus. Et puis, on peut utiliser aussi pour couvrir les biopsies, transport, harvest, insight, etc. Voilà, donc j'espère que je vous ai un peu donné une vue d'hélicoptère de la gamme BioHorizon Camlog. J'espère que je vous ai aussi convaincu qu'un seul produit qui va fonctionner à merveille dans toutes les indications pour tous les patients, ça n'existe pas. Et je serai heureux de recevoir vos questions si vous en avez. Alors, j'étais en train de regarder, est-ce qu'on gère les questions maintenant, Redouane, ou est-ce qu'on peut directement enchaîner avec la présentation de Dr Gardella et on garde 5-10 minutes à la fin pour traiter les questions-réponses? Je suis à ta disposition, Roger. Tu fais quand tu veux. Dr Gardella, si vous êtes d'avis, vous pouvez enchaîner directement peut-être et on prendra les questions-réponses à la fin. Moi, je suis d'accord pour tout, Roger. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, peut-être, voilà, Alexandre, il est en train de partager la présentation. Eh ben, c'est parfait. On voit ta présentation, Jean-Pierre, je pense que c'est bon. Ok, merci Roger. Merci pour cette présentation qui a été excessivement claire. Il faut absolument qu'on discute fondamental parce que je pense qu'il y a des choses qui sont excessivement intéressantes. J'ai eu la chance, j'ouvre une parenthèse, d'utiliser vos éponges hémostatiques que je trouve vraiment très intéressantes et très pratiques à utiliser, très efficaces surtout. Voilà, mais il faudrait peut-être que j'utilise d'autres produits. Enfin, c'est pas le sujet de ce soir. Merci Roger de me donner la parole sur, tu le sais très bien, un sujet qui me tient excessivement à cœur. Je suis un peu né dedans, quoi. Donc, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je parle de chirurgie plastique. Et alors, en particulier. Je me permets juste de dire qu'on a quand même du beau monde avec nous ce soir. Je vais me permettre juste de citer quelques-uns, en tous les cas ceux que je connais personnellement. Il y a Benjamin Cortas, il y a le docteur Normand de Bordeaux, il y a également le docteur Jacques Vermeulen, Michel Namat. Voilà, il y a quand même du beau monde avec nous, Philippe Tesséré. Donc, merci à tous, merci d'être connectés. Et voilà, c'était juste une petite interruption, désolé. Je t'en prie, Roger, je t'en prie. Donc, écoutez, mon temps de parole est relativement limité ce soir. Je vais quand même essayer d'articuler de façon assez rationnelle ce qui m'a conduit à utiliser la Novo Matrix depuis maintenant, on va dire, quasiment 1 an. Donc, c'est vrai que j'ai pas un recul clinique qui est très, très, très important. Et pour tout vous dire, vous le verrez tout à l'heure,
j'ai commencé à utiliser la Novomatrix tout simplement parce que j'ai utilisé dans un nombre de cas non négligeable l'alloderme sur les conseils d'un praticien que vous connaissez tous qui s'appelle Pat Allen et qui est installé au Texas, à Dallas, et pour lequel j'ai excessivement de respect pour tout son travail et qui est je dirais, en étroit contact avec la société BioHorizon. Voilà. Je vais prendre la peine, Roger, de parler quand même de quelque chose que vous organisez. Il faut faire un peu de pub. Donc, il y a un nouveau Matrix Tour qui s'est organisé en France pour l'année 2023, qui commencera à Marseille le 22 juin. Est-ce que tu peux me rappeler les dates de Paris et de Lyon, Roger? Alors, je les ai pas en tête. Mais tu peux les donner peut-être. Paris, c'est en octobre, je crois. Le 19 octobre à Paris. Voilà, 19 octobre, et je crois que Lyon, c'est le mois de décembre. Voilà. C'est le 7 décembre à Lyon. Le 7 décembre à Lyon. Voilà, donc en fait, c'est une journée, ce sont des journées entières qui vont être consacrées, divisées en deux parties. Une première partie théorique où j'aurai la possibilité, comme vous le voyez sur le plan de cette présentation, de passer en revue ce autour de quoi est articulé le traitement des récessions, à savoir les définitions des indications, reconnaître des facteurs étiologiques, être en mesure, avant de prendre une lame de bistouri, de faire le traitement étiologique et éventuellement symptomatique, d'avoir en tête les classifications aujourd'hui qui nous permettent de poser un diagnostic. Ça, je vais en parler ce soir. Et puis, toutes les variétés de traitements chirurgicaux avec un arbre de décision thérapeutique, et je pense notamment à celui de Martina Stefanini, qui est excessivement complet et très didactique. Et puis, parler des prélèvements, que ça va pas forcément avec la Novomatrix, mais comme l'a dit le précédent intervenant, aujourd'hui, le consensus, c'est que le lambeau positionné coronairement associé au tissu conjonctif enfoui reste le gold standard, même si peut-être dans les années à venir, on va travailler et montrer qu'il y a de vraies solutions alternatives avec de vrais résultats. Et puis toutes les techniques chirurgicales de lambeau positionné coronairement, associées ou non au tissu conjonctif, avec le traitement de défauts unitaires multiples. Évidemment, la tunnelisation, je suis un grand fanat, et je ne suis pas le seul ce soir, je pense notamment à Benjamin. Et puis enfin, pour déboucher sur l'utilisation de la Novomatrix dans des substituts au greffon autogène, qui donnera l'après-midi lieu à un TP avec des modèles pédagogiques, du matériel, notamment des séquences vidéo qui seront offertes aux participants, que je suis en train de préparer pour qu'ils puissent mettre en application tous les principes qu'on aura vus dans la journée. Voilà. Donc ce soir, en 30 minutes, ce sera simplement qu'un aperçu de tout ce qui sera développé lors de ces 3 journées. Et je vais me mettre au boulot parce que j'ai quand même un certain nombre de choses à vous raconter. Voilà. Alors, on le sait, les objectifs du traitement du recouvrement des récessions, il est double. Il est évidemment parce que, notamment chez la jante féminine, il y a une forte demande esthétique. Donc, il y a la nécessité de recouvrir, mais également la nécessité de changer, de faire un shift au niveau du biotype, c'est-à-dire de passer quelque chose qui est fin et altéré à quelque chose qui est épais. Et pour ne faire allusion qu'aux facteurs qu'on reconnaît très fréquemment dans le développement des récessions, le biotype est un brossage qui est souvent traumatique. Et tout ça, ces objectifs de traitement, on les connaît, ils ont été décrits depuis un certain nombre d'années, notamment par Wenström et d'autres collaborateurs, d'autres co-auteurs d'articles qui décrivent parfaitement cet aspect-là des choses. Alors rapidement, aujourd'hui, on a laissé tomber la classification de Miller. Moi, je me souviens, pour avoir fait ma thèse sur le recouvrement des récessions,
Eh bien, à l'époque, c'était la classification de Miller. Aujourd'hui, on tourne autour de 3 classifications et vous allez voir que je vais passer un petit peu de temps à vous les expliquer. Ces 3 classifications sont primordiales. Il ne faut pas les connaître par cœur, mais il faut les avoir sous les yeux. Et à force de les utiliser, on finit par les connaître par cœur. Elles sont essentielles dans la pose du diagnostic et notamment sur ce qu'on va faire d'un arbre de décision qui va nous conduire à utiliser telle ou telle technique. Il y a d'abord celle de Cairo qui est excessivement utilisée dans la littérature aujourd'hui, donc qui tourne en fait au niveau essentiellement du niveau d'attache interproximale. On a 3 types de récession. Vous voyez à gauche la RT1, donc c'est la récession évidemment intéresse en règle générale la face vestibulaire, mais n'est associée à aucune perte d'attache parodontale interproximale. Donc évidemment, c'est un contexte qui est plutôt assez favorable. Ensuite, nous avons la RT2, donc toujours avec cette récession la plupart du temps vestibulaire, mais qui s'accompagne d'un problème parodontal qui conviendra d'ailleurs d'appréhender, de stabiliser avant de passer à une phase chirurgicale, où vous voyez qu'une ou 2 faces, c'est-à-dire la face distale ou la face mésiale, s'accompagnent d'une perte d'attache qu'on matérialise au sondage après notamment une thérapeutique initiale parodontale pour laquelle, chez moi en tout cas, elle est menée de façon non chirurgicale. Ça, c'est la RT2. La RT3, vous voyez très nettement qu'on a aussi une récession et que la perte d'attache, le niveau de la perte d'attache dépasse le niveau de la récession, qu'elle soit visible ou bien cachée, puisque vous voyez que la sonde parodontale qui est au milieu de la récession est également placée dans le sulcus. Donc ça, c'est la première classification qui est incontournable aujourd'hui. La deuxième classification, c'est celle de Pini-Prato et collaborateurs. Ça, c'est en 2010. Et elle décrit les types de lésions ou radiculaires ou coronaradiculaires en regard des récessions, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les lésions cervicales non carieuses. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce soit malheureusement, je n'ai pas le temps, mais on a grosso modo 2 cas de figure. On a un cas de figure, et c'est ce que vous voyez à droite chez cette patiente qui m'a été adressée par un correspondant qui n'avait pas réalisé ces magnifiques composites de classe 5 au collet. Donc en fait, c'était simplement, j'exagère, mais à peine à la truelle du composite qui avait été placé sur ce type de défaut. Là, on voit très bien que la JEC est altérée et je vous montrerai tout à l'heure que cette situation nous amène à traiter ce type de défaut avec une approche qui est normalement et de façon très académique d'abord restauratrice en dentisterie adhésive. Et il va falloir recréer avec une restauration de classe 5 la jonction émail-sément telle qu'elle était au départ pour ensuite passer à une phase chirurgicale. Et c'est une approche qui est excessivement bien documentée et que nous réalisons assez souvent au cabinet. Il nous arrive même, en fonction des gens qui nous adressent des patients, d'avoir recours à la dentisterie adhésive a posteriori. On préfère commencer par la restauratrice pour ensuite glisser sur la partie chirurgicale. Donc cette classification, elle est importante parce que elle décrit l'état de la surface radiculaire ou de la surface amélocémentaire avant la phase chirurgicale. La troisième classification, c'est celle de Cortellini en 2018 et qui, elle, fait état des conditions diagnostiques en termes de hauteur de récession, de hauteur de tissu kératinisé et surtout de biotype, c'est-à-dire de l'épaisseur des tissus environnants et qui sont tout autour de la récession. Donc, classiquement, vous voyez à gauche un biotype qui est plutôt épais et à droite un biotype qui est plutôt fin, en tout cas au niveau de la 13,
je reviendrai sur cette situation clinique tout à l'heure. En fait, il s'agit d'une dent qui a été tractée orthodontiquement, qui est complètement out of the box, c'est-à-dire qu'elle est sortie de l'alvéole et qu'au moment de la traction orthodontique de cette dent, on va dire que le plan de traitement n'a pas été correctement posé. On aurait dû, au moment du dégagement et de la traction de la dent, aménager du tissu kératinisé sur la face vestibulaire de la canine, de façon à emporter avec la dent son parodonte marginal et ne pas aboutir à cette situation qui, chirurgicalement, est relativement complexe. On en parlera tout à l'heure. Donc, 3 classifications. Et lors d'un consensus en 2018, qui a été excessivement apprécié par la plupart des cliniciens, en fait, je dirais que les gens qui ont travaillé dans cette cellule d'analyse et de critique ont proposé d'analyser les défauts donc de type récession en utilisant les 3 classifications. Donc on a la fameuse classification de Cairo, donc RT1, 2 et 3. On a la deuxième classification de Cortellini qui détermine l'état des tissus mous autour de la récession, hauteur, épaisseur gingivale et hauteur de tissu kératinisé. Et enfin, on a la dernière classification, celle de Pini-Prato, qui, elle, s'attache essentiellement à décrire l'état amélocémentaire autour de l'organe dentaire qui présente une récession. Et ça, c'est très, très important parce que vous verrez, pour ceux qui auront la chance et la bonne idée de venir aux conférences du nouveau Matrix Tour, que ce soit à Marseille, à Paris ou à Lyon, que en fonction de l'analyse qu'on va faire, eh bien, on va poser l'indication d'un certain type de plan de traitement et également d'un certain type de traitement chirurgical. Alors, simplement pour vous donner une idée, je reviens sur une vue clinique que vous avez pu regarder déjà tout à l'heure. Sur cette 23, on est en RT1. C'est une récession sans pour autant qu'il y ait de perte d'attache parodontale autour de la dent. Ça, c'est très important. En termes de pronostic chirurgical, c'est plutôt très favorable. D'accord. On a une hauteur de récession qui est aux alentours de 3 mm. Je précise pour vous dire qu'en plus, on a ici sur cette récession un signe d'évolution ou d'évolutivité, comme vous le préférez, puisqu'on a une fente de Stillman qui, en règle générale, marque la progression du défaut. On a une épaisseur gingivale qui est relativement importante. Une hauteur de tissu kératinisé, attention, hauteur de tissu kératinisé, c'est pas forcément attaché, et là, ça ne l'est pas, de 2 mm, mais ça peut avoir aussi un impact sur le choix de la technique qu'on va utiliser. Et enfin, en termes d'état amélo-sémentaire, on a une JEC qui est parfaitement identifiable et on n'a pas de lésion cervicale non carieuse. On peut décliner ces combinaisons à l'infini en fonction de la situation clinique sur laquelle on tombe, et je vous engage à le faire parce que c'est excessivement formateur. Quelque chose aussi qui est très formateur, qui doit rester dans votre esprit et qui a été décrit il y a déjà un certain nombre d'années dans ce magnifique ouvrage de Otto Zur et Markus Hürzeler, qui sont les facteurs de risque locaux. Je ne vais pas les développer parce que malheureusement, je n'en ai pas le temps, mais simplement, on doit intervenir chirurgicalement sur un site qui a été préparé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en œuvre une technique chirurgicale s'il y a de l'inflammation, d'accord? Donc ça, c'est très, très important. On doit avoir une surface radiculaire compatible. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Pour ma part, je suis encore excessivement classique et la plupart du temps, je limite la préparation radiculaire à une préparation mécanique à la curette, éventuellement avec des petites fraises dans des situations particulières. Aujourd'hui, il y a un consensus là-dessus. On ne peut pas faire de chirurgie plastique sans avoir une approche de microchirurgie, ce qui sous-entend l'utilisation d'aides optiques, une instrumentation et des sutures de microchirurgie, c'est obligatoire, et une manipulation atraumatique des tissus
on va en reparler tout à l'heure. Pour moi, il y a une chose qui est essentielle, c'est l'hydratation du site quand on travaille. C'est quelque chose de primordial. On en reparlera tout à l'heure à travers les séquences vidéo. Le flap design, évidemment, les lambeaux muqueux sont excessivement délicats. Ils doivent donc, les tractions doivent être limitées, la dissection doit toujours se réaliser, se dérouler avec le moins de trauma possible. C'est hyper important. Moi, je vous avoue franchement qu'avant chaque chirurgie plastique, j'imprime les photos parce qu'il faut travailler avec des photos, c'est obligatoire, et je fais ma planif sur ma photo imprimée. Voilà, les incisions, les mesures que je dois prendre, les longueurs de greffon, etc., etc. C'est un rituel. Je planifie mes chirurgies plastiques de la même façon que je planifie la pose de mes implants, que ce soit en chirurgie à main levée ou guidée, peu importe, toutes les chirurgies sont planifiées. En termes de vascularisation, et je serais tenté de dire plutôt de revascularisation, il faut éviter au niveau du flap design les angles marqués. Les incisions doivent être perpendiculaires au site. Aujourd'hui, on a abandonné tout ce qui est biseau, c'est fini, parce que lorsqu'on va suturer, il faut que l'affrontement des berges se fasse bord à bord. D'accord ? Toutes les incisions, et vous le verrez tout à l'heure, doivent s'entrecouper. Et évidemment, le trauma doit être minimal au niveau des berges. Épaisseur du lambeau, lorsque vous faites notamment de la demi-épaisseur, c'est minimum 1 mm. Et évidemment que toutes les sutures doivent être réalisées pour le positionnement de vos lambeaux sans tension, sans aucune tension. Il y a des études magnifiques qui ont été faites là-dessus et qui montrent que s'il y a une tension excessive, il y a des risques d'ischémie et de nécrose. Alors, la neuromatrix, c'est l'inverse de ce que je suis en train de montrer. Il y a deux techniques de prélèvement. Un prélèvement subépithélial qu'on faisait très fréquemment avant. Donc, on va prendre à l'intérieur d'un lambeau qu'on va réaliser, en l'occurrence là au niveau du palais. Aujourd'hui, j'ai quasiment abandonné ce type de prélèvement parce qu'en fait, on se prive de la partie la plus riche en collagène, qui est la partie juste subépithéliale. Bon, je vais vous en parler dans quelques secondes. Vous voyez ici la façon dont nous fermons le site avec des sutures suspendues. Lorsqu'on prélève un greffon épithélio-conjonctif, conjonctif, on a la possibilité de quasiment fermer le site de prélèvement en première intention. Regardez ces schémas ici, vous le voyez, ils sont tirés du magnifique ouvrage de Giovanni Zucchelli, dont une deuxième version vient de sortir et que je vous engage à acheter si ce n'est pas déjà fait. Deuxième type de prélèvement, là on va prélever un greffon épithélio-conjonctif, comme ce qu'on prélève pour une greffe gingivale libre. On prend la totalité de l'épithélium et du chorion dans la partie sous-jacente. L'intérêt de ça, c'est qu'on a, là il y a un peu de tissu adipeux, on va en reparler tout à l'heure. Voilà la fermeture du site. Moi, c'est systématique, plaque palatine, quel que soit le type de prélèvement. Le greffon est ensuite préparé, là c'est l'intrado, on va tourner le greffon, on enlève le tissu adipeux, là c'est la phase où on va enlever l'épithélium, on développera ça lors des prochains rendez-vous, et donc là on a un greffon parfaitement préparé, débarrassé de toutes les cellules ou les souches glandulaires ou le tissu adipeux pour que la revascularisation se fasse dans les meilleures conditions. C'est aujourd'hui notre technique de prélèvement préférée parce que elle est la plus intéressante et elle a été initiée par Zucchelli il y a un certain nombre d'années. Dernier type de prélèvement, c'est le prélèvement tubérositaire. Donc vous avez à droite la préparation du greffon et à gauche le prélèvement de ce greffon. L'intérêt là, c'est qu'on a une masse de collagène qui est magnifique. Et même si le greffon, le prélèvement n'est pas très très important, souvent on a la possibilité de splitter le greffon pour quasiment doubler sa superficie. En règle générale, c'est plutôt destiné à une nécessité d'épaississement sur des défauts localisés, parce que évidemment on ne peut pas traiter 4-5 récessions avec un prélèvement de la sorte, sauf si vous avez la possibilité de prélever en postérieur au maxillaire sur une crête édentée, ça c'est un autre débat.
On va parler de nouveau matrix, donc on ne parlera pas de prélèvement avec un nouveau matrix, simplement pour vous montrer que ce que vous voyez là sur ces vues cliniques, c'est systématiquement ce qu'on fait pour les prélèvements autogènes. Ça doit faire des dizaines d'années que je n'ai plus de douleur en post-opératoire, si le patient écoute ce qu'on lui dit. Ça fait des années que j'ai pas eu de problème d'hémostase. Donc, dans mes mains, je pense que Benjamin sera d'accord avec moi, dans mes mains et certainement dans les siennes qui sont expertes, on a très peu de morbidité au niveau des prélèvements. Maintenant, c'est peut-être aussi, même certainement parce qu'on en fait beaucoup et qu'on a une certaine expérience. Donc, voilà, je veux stopper le débat là, mais je ne veux pas qu'on mette en face des matrices acellulaires. Bien sûr, ça fait un site en moins, donc la morbidité est moindre, mais si on parle des complications chroniques au niveau des sites de prélèvement, je préfère y mettre un bémol. Tiens, on revient sur cette situation et pour parler du traitement des récessions unitaires. Donc, vous voyez, traitement orthodontique pour le moins passable, esthétiquement parlant. Et puis cette canine, bon, j'étais pas là quand elle a été mise sur l'arcade, mais on peut pas, la patiente évidemment ne veut pas recommencer un traitement d'orthodontie. Donc là, on a une ERT1, il n'y a pas de perte d'attache interproximale. On a une hauteur de récession de 4 mm. On a un biotype qui est excessivement fin, on a 0 de tissu kératinisé, la JEC est parfaitement identifiable et on a un début de LCNC, on va dire à moins, c'est-à-dire la classification qui est la moins importante. Il y a un facteur qui ne figure pas dans ces classifications, mais qui par contre figure dans l'arbre décisionnel qu'a publié Martine Stefanini, c'est est-ce que la dent est in the box ou out of the box? Et là, vous voyez sur la vue frontale, la dent, moi, j'ai peur d'une seule chose, là, c'est qu'en faisant mon flap, je me retrouve avec une récession cachée monumentale. Vous verrez que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, il faut être excessivement prudent. Donc, voici, et je vous rassure, c'est pas comme ça que je travaille, ça va beaucoup plus lentement. Voici le traitement de cette récession. Donc, un lambeau positionné coronairement avec 2 incisions de décharge. On est une fois de plus en split, full split, c'est-à-dire incision en épaisseur partielle au niveau des papilles qu'on va désépithéliser dans quelques instants, full autour de la récession, puis de nouveau partiel pour libérer le lambeau. Là, on va désépithélialiser, on avait planifié de mettre les greffons tout de suite. Une fois que ces zones sont désépithélialisées, et compte tenu de cette énorme convexité radiculaire, on va avec des sutures 6 ou 7,0 PGA plaquer ce greffon autour de la récession. Et vous voyez, on a libéré parfaitement ici une bretelle, toujours une forte hydratation au niveau du site, des sutures interrompues. Je vais vite. Et on a ici, sur ce montage photo, le baseline, c'est-à-dire la situation initiale. Ici, on doit être à 4 mois post-op. Et ensuite, la superposition des photos, 1 an, et me semble-t-il, 5 ans post-opératoire. Cet aspect nacré qu'on a très souvent sur du conjonctif enfoui. Et dans ce cas en particulier, des petites kéloïdes au niveau des incisions de décharge. On sait comment les éviter. En tout cas, moi, je suis un peu plus prudent là-dessus. Ce qu'il y a de très intéressant dans cette situation, c'est qu'on a fait le même montage photo sur la vue frontale et qu'on voit qu'au bout de 5-6 ans, je m'en souviens plus, on a un accroissement tissulaire qui nous satisfait beaucoup parce que ça nous permet vraisemblablement de prévenir la récidive. Et en tout cas d'avoir aménagé autour de cette canine qui était pour le moins relativement exposée quelque chose de pérenne dans le temps. Lorsqu'il s'agit de traiter les récessions multiples, eh bien là, la plupart du temps, on va faire une enveloppe avec des incisions de décharge horizontale, et pas verticale, et le schéma thérapeutique est relativement complexe. Je le détaillerai davantage lors des 3 journées qu'on organise cette année. Retenez le principe et retenez que
EP pour épaisseur partielle au niveau des zones interproximales, épaisseur totale tout autour de la récession et épaisseur partielle dans la partie la plus apicale, très haute. Notre ami Zucchelli dirait parallèle to the bone, de façon à pouvoir positionner, en fait, ce sont des petits lambeaux qui sont des lambeaux de rotation et qui vont venir être plaqués à la fin de la chirurgie avec ou pas l'utilisation de tissu conjonctif. Je détaillerai ça une autre fois, parce qu'on n'est pas obligé de mettre du conjonctif. Lorsqu'on a du tissu kératinisé en quantité, en épaisseur suffisante, on peut tout simplement déplacer coronairement sans utiliser du tissu conjonctif. Bon, néanmoins, on va venir plaquer ces nouvelles papilles sur les zones interproximales qui vont être désépithélialisées lors de la chirurgie. Rapidement, une situation clinique. Là, vous voyez en haut à gauche, on a des RT2, on a des pertes d'attache interproximale, donc avec un problème parodontal qui a été stabilisé en amont par l'enseignement des techniques d'hygiène et une thérapeutique non chirurgicale. On a prélevé un greffon épithélio-conjonctif qu'on a désépithélialisé. Vous voyez ce greffon positionné avant la libération des tissus. On va immobiliser en interproximal le greffon conjonctif et positionner coronairement le lambeau qu'on a libéré. On a ici un résultat à 14 ans post-opératoire et un recouvrement total des récessions avec également un épaississement au niveau de la 6, de la 5 et de la 3. Donc un résultat qui est excessivement intéressant. On va parler des tunnelisations. Alors la tunnelisation, n'en déplaise à Benjamin, j'y ai goûté très tôt et j'ai des situations où je continue à avoir des patients. Là, vous avez le baseline qui était en 96. On est ici, malheureusement, la patiente a déménagé, je ne la vois plus. On est ici à 20 ans post-op. Voilà. Tout ça pour vous dire que si le patient est suivi, si le patient a reçu les bonnes instructions d'hygiène, on peut avoir des résultats à très long terme et c'est très satisfaisant. Encore faut-il avoir la possibilité de suivre ces patients pendant aussi longtemps. C'est le privilège de l'âge. Il n'y a pas que les tunnelisations, il y a parfois des techniques qui sont un petit peu avec des variantes. Et notamment, on va le voir sur cette patiente-là, une patiente là aussi avec un traitement d'orthodontie qui est une catastrophe. Ça, c'est vraisemblablement un traitement avec une indication de chirurgie, mais elle n'a pas été faite ou peut-être que la patiente ne l'a pas acceptée. Toujours est-il qu'on a des défauts dans tous les secteurs. On a réalisé chez cette patiente 6 secteurs de chirurgie plastique. Et je voudrais vous en montrer un en particulier, qui est une technique qui a été décrite il n'y a pas si longtemps, qui est une tunnelisation avec la fermeture du lambeau en latéral, Sculean et Allen, je pense qu'il y a 4-5 ans, j'ai la date de la publication. Alors bien sûr, là, le prélèvement est important, mais l'hémostase est parfaitement assurée, la plaque systématique, le lambeau désépithélialisé. Tu as vu, Benjamin, je travaille vite. Hein. Voilà, donc on a un superbe greffon qu'on va mettre en place. Donc on prélève, moi je prélève toujours le greffon avant l'utilisation, la préparation du site. Donc le surfaçage radiculaire, voilà, au niveau des zones où le sément est exposé, des lames très petites qui vont nous permettre d'initialiser. On commence en règle générale toujours la dissection par le défaut qui est le plus important. Et puis ensuite, avec des micro-décolleurs, on va travailler de mésial en distal et puis d'apical en coronaire pour garder, pour ne pas entraîner de rupture au niveau de la papille. Et ici, avec ces lames qui sont, bon, que vous connaissez tous, on va arriver à libérer très facilement. C'est un travail qui est relativement long, très minutieux. Et puis, on va, de part en part, comme ça, insérer le greffon par le défaut le plus important. Voilà, donc là, on va tirer sur les deux chefs. Vous allez voir que on va un petit peu aider le greffon, mais il va progressivement prendre sa place. Il arrive jusqu'à la canine, et puis on va faire le chemin inverse en partant de la 43. Et là, avec ces deux sutures latérales, le greffon est étiré dans le sens mésiodistal. On va fermer ensuite le défaut au niveau de l'incisive centrale et terminer notre chirurgie avec des points qu'on appelle des bretelles et qui vont participer
au positionnement coronaire de l'ensemble greffon et lambeau au niveau des jonctions émail-sément. Donc là, ça va très vite. Voilà à la fin de la chirurgie. Très important à la fin de chaque chirurgie, que ce soit en greffon autogène ou avec la Novomatrix, la compression immédiatement post-opératoire pour s'assurer que la fibrine va réaliser ce collage naturel qui est en partie responsable de l'hémostase et de la stabilité de nos greffons, outre les sutures qu'on a réalisées. On a ici un résultat à 2 ans post-op. Et donc, c'est Scouléan et Allen, je me souvenais plus de la date, en 2021. Donc, vous voyez que c'est une publication qui est relativement récente. On va parler maintenant des matrices associées aux lambeaux tunnelisés ou éventuellement à des lambeaux positionnés coronairement avec des incisions de décharge horizontale. Alors, j'ai pas mal cherché dans la littérature, puis je vous encourage très sincèrement à acheter ce magnifique livre d'un auteur connu et reconnu en chirurgie plastique qui s'appelle Leonardo Chambon et que j'ai eu le plaisir de rencontrer au Brésil il y a 4 ans. Ce livre est magnifique. C'est on va dire que c'est cliniquement, il est intéressant, mais il est surtout intéressant parce que c'est quelqu'un qui a participé à la quasi-totalité des revues systématiques en ce qui concerne la chirurgie plastique et il a une vue excessivement globale sur la chose. Donc en fait, moi je pensais qu'il y avait peu de travaux et en tout cas peu de revues systématiques, mais il y en a quand même un certain nombre et sont apparus sur le marché des produits. On vous a parlé tout à l'heure de la FibroGuide. Moi, j'ai même participé à un travail en tant que bêta-testeur sur pas la FibroGuide, mais la MucoGraft, qui donnait des résultats épouvantables, mais que Geislich vend encore en paquet de 100, je comprends pas pourquoi, mais enfin, peu importe, je suis pas là pour descendre les autres. Et puis moi, étant en contact avec Pat Allen, et lui ayant rendu visite il y a quelques années chez lui au Texas, eh bien, j'ai commencé à utiliser l'alloderme à l'époque où l'alloderme était commercialisé en France. Et puis, pour des raisons que je ne connais pas, j'ai quelques doutes, mais enfin, je ne connais pas les vraies raisons, le produit n'a plus été distribué en France. Et je suis heureux aujourd'hui que la Novomatrix arrive. Je vous expliquerai les différences avec l'alloderme et qu'on puisse bénéficier de ce produit qui, on le verra tout à l'heure, constitue de toute évidence une alternative au greffon autogène. Donc ça, ce sont les conclusions des revues de littérature qu'on trouve notamment dans ce magnifique livre de Chambon qui est sorti il y a 2 ans et qui est chez Quintessence. Voilà. Par contre, il est évident qu'en termes de preuves scientifiques, le conjonctif, donc les greffons autogènes associés aux lambeaux positionnés coronairement, garde une tête d'avance, tout simplement parce qu'il y a un nombre de papiers plus important et que le nombre d'études, que ce soit sur l'alloderme ou la Novomatrix a fortiori, ne sont pas si importantes et que il faut que des gens comme moi, comme Benjamin, des gens qui ont l'habitude de ces techniques-là, puissent commencer à travailler dessus pour déjà sur un plan clinique, pour avoir un feedback, ça c'est très important. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer avec un ou 2 cas, je pense, d'alloderme. Donc ça, c'est une patiente que j'ai traitée il y a 8 ou 9 ans, une jeune patiente. Donc vous voyez, récession multiple dans quasiment tous les secteurs. Mais on s'est particulièrement attaché à traiter chirurgicalement le secteur 1 et le secteur 2. Vous voyez, donc ça fait en tout 3 et 3, ça fait 6 récessions. Voilà. Et donc là, je vous invite à regarder cette vidéo qu'on a réalisée il y a 7-8 ans. Voilà, donc préparation radiculaire. Donc là, on a des RT1, hein, donc pas de perte d'atteinte. Alors ça, c'est très important. Je vais arrêter ma vidéo pour faire un arrêt sur image parce qu'il faut que je vous explique. C'est la différence fondamentale entre la Novomatrix et l'alloderme. En fait, l'alloderme, il y a un recto verso.
Et vous voyez ici, on voit le côté un peu brillant de la matrice acellulaire d'origine humaine. Là, je le précise, puisque la nouvelle matrice est d'origine porcine. Et cette partie un peu luisante, qui s'imbibe beaucoup moins de sang que l'intrado du greffon, doit être sur la face interne du lambeau. Vous allez le voir. Donc là, bon, là, je montre manipulation de lame. On va libérer les tissus. Enfin, tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. De part et d'autre des défauts. On va checker, vous voyez, avec la sonde pour voir. Là, on a quelques résistances avec des fibres qui restent. Donc, on va aller en demi-épaisseur un peu plus apicale pour vraiment permettre le déplacement. Et là, regardez, vous voyez que la partie luisante du greffon, c'est sur la face interne du lambeau. Là, je vais regarder, le greffon va se relever et vous voyez la partie interne, elle est immédiatement colonisée par du sang. Donc, avec l'alloderme, il ne fallait pas se planter, il fallait mettre la bonne face au bon endroit. Voilà, donc là, on finit la tunisation. On peut éventuellement faire ce que je suis en train de faire, coller un plot de composite sur la face vestibulaire avec un petit etching et tracter l'ensemble. Voilà, donc là, dans la même séance, on a traité l'autre secteur. C'est un peu emmerdant pour le patient d'avoir ces fils qui dépassent. Bon, voilà, la compression post-opératoire immédiate. Donc là, on met à contribution le patient. Compression qui doit être réalisée entre 5 et 10 minutes. Peu importe, là, donc, c'est 7 ans. Là, vous avez la comparaison entre le baseline et à 7 ans post-op. Donc, vous voyez, recouvrement total, épaississement des tissus. La patiente, on la voit tous les ans. Elle n'a pas un contrôle de plat qui est formidable, mais malgré tout, le résultat est stable dans le temps et avec une intervention, un seul site. Donc, l'alloderme, je peux vous le garantir, ça marche et ça a marché sur un très, très grand nombre de patients. On va passer à la neuromatrix et ça fait cette situation clinique-là. C'est assez sympa. C'est une patiente qui m'a été adressée par quelqu'un qui était qui travaille toujours, qui s'appelle Jean-Luc Sauvant, et avec lequel j'ai beaucoup appris lorsque je traînais mes savates au bureau de la Société française de Paro, parce que Jean-Luc était un clinicien hors pair, et c'est une patiente qui est quelqu'un qui connaît, qui m'a adressé au cabinet. On a eu des implants à mettre dans le secteur postérieur, tout ça, mais bon, cette patiente-là présente ses récessions, elle s'en plaint, donc on va prendre en charge cette patiente avec la neuromatrix. C'est un des premiers cas que j'ai traité. Et vous allez voir sur la séquence vidéo suivante qu'on a fait un mix. On a fait un mix entre une tunnelisation entre les deux centrales, entre 11 et 21, et des petits lambeaux de rotation au niveau des zones interproximales qui jouxtent entre les incisives centrales et les incisives latérales. Donc, voici la chirurgie. Donc, les mesures, RT1, pas de perte d'attache, d'accord, voilà. Je prépare le greffon avant, manipulation top, résistance à la traction top. On a l'impression de manipuler du conjonctif et par rapport à la neuromatrix, on a une épaisseur, par rapport à l'alloderme, pardon, on a une épaisseur qui est constante. Avec l'alloderme, d'un échantillon à l'autre, on avait de grosses différences au niveau des épaisseurs, avec des zones qui faisaient 2, puis d'autres 1,5, c'était assez particulier. Donc vous voyez que là, on va pour la tunnelisation entre les deux centrales, on va réaliser la phrénectomie en plan profond. D'accord? C'est très important. Et puis avec une petite lame, je ne me souviens plus de la référence de cette lame, on va évidemment libérer les tissus très haut dans le vestibule. D'accord? On va réaliser la préparation radiculaire. Vous voyez qu'on irrigue en permanence, c'est hyper important. Et puis, on va désépithélialiser ici avec une lame 12D les zones interproximales. Voilà, à droite et à gauche. Là, le défaut est relativement étroit, donc on n'a même pas besoin de suture. Vous allez voir que le greffon, on va le pousser en fait avec ce micro-décolleur. On va le faire passer de droite à gauche. Voilà, vous avez vu que j'ai poussé le snobisme à dessiner dans mon greffon une papille. On va immobiliser en mésial et en distal avec une suture en PGA 6-0 le greffon dans la zone interproximale pour parfaitement le plaquer. Ça, c'est primordial. La stabilité du greffon,
doit être parfaitement assurée. Puis, on va suturer avec des sutures excessivement classiques. On va venir recouvrir avec une nouvelle papille, voilà, dans la zone interproximale. On va aller prendre ancrage dans la région de la muqueuse palatine qui n'a pas été décollée, évidemment, et puis revenir en vestibulaire, voilà, pour venir parfaitement plaquer la papille dans l'embrasure. Comme vous le voyez ici, moi j'utilise du Céralène 6 ou 7,0 avec des aiguilles qui font entre 12 et 15 mm de longueur. Et pour parfaire la stabilité de l'ensemble, on va rajouter un petit plot de composite entre 11 et 21 pour l'utiliser comme une poulie. Vous trouvez la description de ces sutures dans le livre dans le magnifique livre rose de Zur et Hürzeler. Et puis on va utiliser, donc on va faire 2 passages, un au-dessus, un au-dessous, pour venir maintenir, plaquer et tracter en direction coronaire le lambeau qu'on a mobilisé en demi-épaisseur très haut dans la région apicale. Voilà. Voilà la fin de la chirurgie. Compression. On est ici à 8 mois post-opératoire. On a une intégration qui est superbe. Épaississement des tissus. Je vais vous montrer comment je le sais. Voilà. Et puis ici, on est à 10 mois post-opératoire. Bon, c'est 2 mois après, mais vous voyez qu'on a un résultat qui est excessivement intéressant. Alors, je vais vous montrer quelque chose que j'ai mis en pratique à Genève. On a, avec notre scanner intraoral, on a la possibilité de matcher l'empreinte du baseline et 10 mois post-op. Et vous voyez, les tracés en jaune et en blanc permettent de mettre en évidence à la fois le recouvrement, mais aussi l'épaississement des tissus. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Le blanc, le jaune, c'est le tracé après traitement chirurgical. Et le blanc, c'est le tracé lorsque la récession était encore présente. Je peux vous la refaire si vous n'avez pas tout vu. Voilà. Donc, et ça, c'est un petit soft qui est, je pense être le seul à l'avoir en France, parce qu'en Suisse, ils l'ont tous, mais moi, j'ai trouvé que dans le cadre de mon master, je l'ai pas mal utilisé. Vous le verrez également tout à l'heure. Donc là, on voit la superposition des 2 fichiers STL, l'épaississement et le recouvrement des tissus. Je pense que avec cette deuxième projection, vous avez compris. Voici le deuxième cas que j'ai traité, qui est une jeune patiente, donc avec des récessions, bon, elles sont pas très importantes, mais c'est RT1, donc pas de perte d'attache. Donc vous voyez que j'ai commencé piano avec des cas qui étaient avec un pronostic de recouvrement qui était plutôt favorable. On a une LCNC sans altération de la JEC. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire de dentisterie restauratrice. Par contre, si on a la possibilité de mettre un greffon un peu épais, quelle que soit la technique de chirurgie, c'est d'autant plus intéressant puisqu'il y a une encoche qui a été faite vraisemblablement par le brossage traumatique de la patiente. Donc ça, c'est aussi une indication, on développera ces indications ultérieurement. Donc voilà, mobilisation des tissus, les papilles sont préservées, on découpe le greffon, voilà, on tunnelise le greffon, là aussi les sutures suspendues grâce à 3 petits plots composites, à gauche la fin de la chirurgie, au milieu 13 jours post-op, après la dépose des points de suture, donc tout se passe bien, ici on est à 2 mois post-op, il y a encore entre la 12 et la 13, quelque chose qui correspond presque à ce qui a failli m'arriver, c'est-à-dire la rupture de la papille entre la 12 et la 13, mais je suis arrivé à l'éviter. Et puis vous allez voir qu'avec le temps, les choses s'estompent. Voilà, la petite bride, c'est pas une kéloïde, la petite cliquature s'estompe. Ici, on est à 11 mois post-opératoire. Là aussi, c'est superbe. On a un recouvrement total, c'était pas très compliqué à obtenir, mais on a un épaississement des tissus qui est non négligeable. Et là, idem, on a fait la même chose. On a matché les fichiers STL du baseline et à 10 mois post-op, et on voit apparaître nettement l'épaississement des tissus, davantage au niveau de la 23 et de la 24. Donc, c'est une façon assez up-to-date, digitale, de montrer de quelle façon on a pu recouvrir et épaissir les tissus chez cette patiente. Voici une situation, on
on va pas faire de tunnelisation, on va faire un lambeau positionné coronairement, mais je voulais mettre ce cas parce qu'on a utilisé une neuromatrix, mais pour vous montrer ici que à gauche, on part de RT1, mais là, on a des lésions cervicales non carieuses qui sont excessivement profondes avec une altération de la JEC. Donc, ma collaboratrice, le docteur Huynh, a réalisé les restaurations de classe 5 avant la chirurgie. Ça, c'est le fonctionnement idéal pour traiter ce type de lésion. Et donc, après, on a utilisé cet échantillon, donc 1.5, 1.5. J'en profite pour dire, parce que j'en ai déjà discuté, notamment avec Roger, avec Cédric, qu'il me semble qu'il faudrait vraiment adapter le produit en termes de dimension, parce que vous allez voir que très souvent, on est obligé de couper l'échantillon en deux pour les jointer avec des sutures résorbables afin de pouvoir traiter un grand nombre de récessions. J'en reparlerai tout à l'heure. Peu importe, donc là, on est dans une approche de lambeau de rotation sans incision des charges. Toujours pareil, split, full split. Vous voyez le déroulé de gauche à droite, en haut et en bas. Préparation radiculaire. On utilise parfois une fraise baguet blanche ou baguet jaune. On retire, on désépithélialise les zones interproximales. On voit très bien la délimitation entre les zones en épaisseur partielle et en épaisseur totale. On va positionner le greffon qui a été donc coupé en deux et raccommodé entre guillemets avec une suture PGA 7.0. On le voit très bien en haut, l'immobilisation du greffon au niveau du périos dans les zones interproximales, la libération du lambeau très haut avec une lame 15 et le positionnement coronaire du greffon avec des sutures réalisées avec un monofilament, en l'occurrence du Ceralen 6.0. La situation initiale avec les composites, on est à 20 jours post-op ici, mais c'est pas gênant. Moi, ça me gêne pas de déposer des points. On voit le recouvrement. Alors, j'ai oublié de dire que reconstruire la JEC, c'est nous donner aussi la possibilité de déterminer ce qu'on appelle la LMR, qui est la ligne maximum de recouvrement. Parce qu'il est évident que lorsque la JEC a disparu, il ne faut pas s'attendre à recouvrir au-delà du niveau auquel se trouvait la JEC perturbée. Le fait de reconstruire avec du composite et ces composites de classe 5, de refaire une JEC, et bien là, vous le voyez à gauche, en fait, on a essayé d'épaissir et de recouvrir sur grosso modo 2 mm et demi, pas plus, d'accord? Donc là, on a quand même une réponse tissulaire qui est pas mal, on n'a pas beaucoup d'inflammation. Ici, on a le résultat à 3 mois post-op. Le contrôle de plaque, notamment en interproximal, n'est pas top, mais vous voyez qu'on a une jolie harmonisation des tissus, une belle intégration. Voilà. Et on est ici à 4 mois post-op, toujours 4 mois post-op. Et ici, on est à 6 mois post-op. Là aussi, je me bats un peu avec la patiente pour les brossettes interdentaires. Ça n'a pas l'air de trop la toucher. Et vous avez ici la comparaison entre la situation avant la dentisterie restauratrice qui a précédé la phase de chirurgie plastique. Vraisemblablement, cette patiente constitue, à mon avis, les indications essentielles de la neuromatrix, à condition qu'on puisse, j'espère, dans les mois ou années à venir, bénéficier de dimensions de greffon qui ne nous obligent pas à faire des ourlets avant de faire notre flap. Là, on a des récessions de 5 à 5, très rapidement. Voilà, donc là, on a coupé le greffon en 3. Là aussi, toujours vraiment une sensation qui est, voilà. Et donc, ça vous donne, ça c'est la planification de la chirurgie. Et puis, on va, avec cette fameuse suture résorbable, assembler les 3 greffons qu'on a débités, entre guillemets, de l'échantillon qu'on a choisi. Voilà. Donc là, préparation radiculaire, des 10 dents.
Bon, je vais peut-être le mettre je vais peut-être en passer un peu plus parce que bon, vous avez déjà vu. Voilà, donc incision intrasulculaire avec toujours pareil des lames adaptées. Alors, Benjamin me dira peut-être que chez cette patiente, on pouvait faire que du LPC. Je suis d'accord avec toi si tu le penses. Mais bon, j'avais envie, si tu veux, d'épaissir. Cette patiente-là va avoir un traitement d'orthodontie et vraisemblablement de la dentisterie adhésive et des facettes parce qu'on a un projet avec des aligneurs et de la dentisterie adhésive dans le secteur antérieur. Voilà, là, c'est vrai que peut-être que l'indication est un peu usurpée, mais l'épaississement était quand même quelque chose de souhaitable dans le cadre de son traitement d'orthodontie, donc toujours ces lames malléables pour travailler en back action en partant de la zone distale à la zone mésiale. Vous voyez que là, on a dépassé la ligne mucogingivale, qu'on est en demi-épaisseur, très haut, pour pouvoir, et on le voit ici, mobiliser les tissus. On a d'abord préparé, alors là, vous allez voir que j'ai flingué la papille entre la latérale et la centrale. C'est pas très grave. Et puis, on a préparé ensuite le secteur 2, toujours avec le même type d'instrumentation, des micro-lames, des micro-décolleurs, de façon à assurer la parfaite mobilisation des tissus et de pouvoir sans traction, voilà. Ici, pareil, pénectomie sur le plan profond, ça marche très bien. Et hop, vous avez vu la papille. Voilà, c'est pas grave, on se retrouve dans une configuration qu'on arrive à gérer, c'est pas la première ni la dernière fois que ça nous arrive. Donc on va mettre en place le greffon par la zone où la papille a été décapitée. On va insérer notre suture du secteur 2 au secteur 1. Là où la papille a été déchirée, on va évidemment plus facilement glisser le greffon. Regardez à quel point on l'a mis il n'y a pas très longtemps sur le site. Regardez la façon dont il s'imbibe. C'est quand même quelque chose qui est cliniquement assez intéressant. Et donc, on va tirer sur les deux chefs de gauche. On va aider un petit peu le greffon à circuler sous les différentes papilles au niveau des récessions. Voilà. Et vous allez voir que le greffon va glisser jusqu'à la 4, puis jusqu'à la 5. Lorsque le greffon est long, comme ça, il faut le pousser, il ne faut pas se contenter uniquement de tirer. Donc là, au niveau de la papille qui a été décapitée, on va simplement suturer. On a pris le soin de désépithélialiser un petit peu l'isthme papillaire. On va parfaitement plaquer cette zone-là, voilà, et puis ajouter des sutures sous forme de bretelles pour assurer la totale stabilité de l'ensemble. Voilà. Donc on est ici, j'ai fait un suivi un petit peu rapproché, on est ici à 7 jours, on a vraiment une réponse tissulaire qui est assez sympa. Ici on est à 14 jours post-op, c'est le jour où j'ai retiré les sutures, et là on voit, ou 13 ou 14, je ne m'en souviens plus, et là on voit on est à 2 mois post-opératoire, on voit nettement l'épaississement et l'effet, notamment au niveau de l'ensemble des 10 dents, l'effet de l'épaississement de la matrice. Je voudrais terminer cette présentation avec une autre indication que j'ai trouvée qui donne des résultats qui sont assez intéressants sur l'augmentation horizontale des crêtes effondrées. Il s'agit ici d'une patiente qui avait un problème dentaire relativement important avec une perte de calage postérieur, enfin peu importe. On a fait extraction et mise en charge immédiate sur 6 implants au maxillaire supérieur. Il y en a eu 4 à la mandibule et vous voyez, on avait des dents avec des pertes d'attache monumentales. Ici, on est, je pense, 3 mois après la mise en place du bridge provisoire et vous voyez qu'on a une arcade qui est absolument pas ronde, qui est pointue. Et je voulais absolument, avant la finalisation du bridge définitif, modifier cet état de fait. Donc, on a utilisé la nouveau matrix à droite et à gauche pour faire quelque chose que Jesse Burt a parfaitement décrit il y a des années, donc sur ces classifications 1, 2, 3, sur des crêtes atrophiées en prothèse conventionnelle, hein, sous des pontiques de bridge. Donc là, une préparation tout à fait classique, libération des tissus, voilà, on prend des mesures. Puis là, c'est facile, hein, on n'a pas besoin d'aller taper dans le palais du patient, on prend des mesures. Ça, c'est un échantillon de Novomatrix qui est relativement important. Regardez
le caractère régulier du greffon. Voilà. Donc, on va faire un premier try-in pour voir un petit peu comment on allait s'organiser. Puis, on a voulu dupliquer l'épaisseur. Ici, suture 7,0 PGA. On va tracter ce greffon en apical, au-delà de la ligne mucogingivale. On va le stabiliser avec une suture horizontale de mésial en distal et ici avec des Blair Donati modifiés, toujours le Serralène qui donne des résultats de cicatrisation absolument fantastiques. On va venir fermer le volet qu'on a ouvert, qu'on a légèrement déplacé en coronaire. Voilà, bonne hémostase, on va faire la même chose de l'autre côté. Toujours pareil, avec la même approche, une petite trappe, on reste à distance des implants. On va partir en demi-épaisseur au-delà de la ligne mucogingivale, voilà, pour pouvoir légèrement tracter et obtenir une fermeture en première intention. Ça, c'est très important. Peut-être qu'on va en reparler lors des questions, mais que ce soit avec l'alloderme ou avec la Novomatrix, je suis persuadé que par rapport à du conjonctif, il y a ce que j'appelle un retard à l'allumage, c'est-à-dire ça se revascularise pas comme un greffon autogène. Et les seuls problèmes que j'ai rencontrés avec l'alloderme, pour l'instant pas avec la Novomatrix, mais avec l'alloderme, c'est que en cas d'exposition, il y a une gestion qui est pas facile. Voilà. Donc, est-ce que la configuration de la Novomatrix nous évitera ce genre de difficultés? Je n'en sais rien. C'est la raison pour laquelle tout ce que j'ai utilisé comme Novomatrix pour l'instant l'a été en mode enfoui, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, regardez, le résultat à 6 mois, c'est quand même très intéressant. On a une reconstruction, j'allais dire, parfaitement arrondie de cette crête. Ça va nous éviter, et vous allez le voir dans quelques instants, au niveau de la restauration d'usage, tout overlap, c'est-à-dire tout profil de pontique de bridge qui va venir recouvrir une zone vestibulaire et qui va être préjudiciable à l'entretien, à la prophylaxie et au contrôle de plaque de la patiente. Regardez la superbe intégration du bridge provisoire, c'est un bridge provisoire. Vous voyez, on est arrivé à faire, avec cette approche j'allais dire prospério, donc prothèse et chirurgie plastique de traitement des crêtes, à avoir quelque chose de très très intéressant. Et sur ce cas aussi, on a fait le match du fichier initial et du fichier après amélioration de la composante horizontale des crêtes, et on peut mesurer de façon numérique l'augmentation du volume. Elle est pratiquement de 3 mm là dans la zone la plus convexe. Bon, ça m'amuse aujourd'hui de faire ça. Ça n'a pas de valeur scientifique, mais ça nous montre quand même, ça nous permet d'évaluer le type de résultat qu'on obtient à la fois au niveau du recouvrement des récessions et du traitement de crête édentée. Donc en conclusion, bien, je vais me réfugier derrière la littérature. Moi, je pense qu'effectivement, les matrices dermiques acellulaires, en tout cas, l'alloderme, à l'époque où ces revues de littérature ont été publiées, j'espère, il n'y a pas de raison, et très franchement, je pense qu'aujourd'hui, j'en suis à une 10 patients traités pour des récessions. Bon, je vous les montrerai une autre fois, j'ai pas trop eu le temps. Et on a des résultats qui sont quand même assez reproductibles. Et je suis aussi très enthousiaste sur le traitement des crêtes édentées à visée prothétique, hein, pas pour y mettre des implants après dedans, mais pour réaliser des prothèses qui sont esthétiquement et sur le plan prophylactique tout à fait pérennes dans le temps. Je pense que c'est une excellente alternative. On a besoin d'avoir un peu plus de recul. Moi, je disais avant que la réunion commence que j'avais besoin d'avoir, j'aimerais bien que, si Benjamin est d'accord, il se mette un peu en utiliser pour qu'on puisse échanger, parce que c'est de l'échange que naît le progrès. Donc voilà, j'aimerais qu'en France, il y ait davantage de gens qui l'utilisent et qu'on puisse avancer et partager nos expériences pour que ce produit devienne une alternative intéressante pour nos patients.
mon précédent interlocuteur évoquait, oui, bien sûr, cette peur dès qu'on évoque le terme de greffe de gencive, de prélèvement. Moi, j'ai pas un patient qui arrive ici et qui a pas un voisin, un frère, un cousin qui a saigné, qui a eu mal, qui a énormément enflé, voilà. Mais on aura certainement l'occasion d'en reparler. Toutes ces techniques-là sont excessivement opérateurs dépendants, comme beaucoup de techniques d'ailleurs. Donc, moi, je voudrais pas que la Novomatrix, là, on est en petit comité, je voudrais pas que la Novomatrix fasse oublier tous les facteurs de risque chirurgicaux que j'ai évoqués tout à l'heure et la nécessité de se former. Voilà. Et moi, je suis très heureux que Benjamin soit là parce que il fait des formations extraordinaires avec Julien Bourlas. Donc, il faut aller voir Benjamin ou éventuellement m'appeler pour venir lorsque je fais des chires. Mais moi, je suis un peu moins impliqué dans la formation continue par rapport à cette superbe équipe que forment Benjamin et Julien. Et donc, voilà, l'utilisation d'un substitut ne doit pas nous faire oublier, je dirais, cette courbe de l'opérateur qui est indispensable pour que le geste de la préparation du site receveur soit identique, qu'on utilise ou pas une alternative, une matrice, ou qu'on utilise le conjonctif du patient. Je vous remercie de... Là, j'avais une autre vidéo, mais j'ai pas assez de temps. Donc, je vous remercie de votre attention. Et puis, s'il y a des questions, je suis tout à fait prêt à y répondre. Voilà. Alors, tout d'abord, un grand merci à vous deux pour vos présentations respectives. Et puis, Redouane, c'est très intéressant cette arbre décisionnelle pour guider et orienter dans le choix de sélection des produits. Et puis, Jean-Pierre, ta présentation juste magistrale. Je pense que l'heure est assez tardive, donc je ne vais pas m'attarder et parler et prendre du temps de parole encore plus, mais voir si, Alexandre, tu peux nous aider s'il y avait une ou deux questions posées. Et je ne sais pas si les participants ils peuvent avoir le micro, mais je pense pas, non. C'est uniquement, il fallait poser les questions par écrit. Alors, donc oui, on a déjà quelques questions de Jacques Vermeulen et c'est possible de laisser la parole. Donc, je vais essayer d'ouvrir le micro de Dr Vermeulen. Et peut-être voir aussi l'avis de Benjamin Cortas parce qu'il l'a utilisé, il me semble, un cas ou deux, mais même si c'est très récent, au moins qu'il y ait les premières appréciations, s'il est toujours connecté. Non, je n'arrive pas à activer les micros. J'arrive pas à activer les micros des participants. Peut-être que Jacques peut poser sa question sur le chat, non? Mais c'est posé justement, non, je vais la lire. Merci Jean-Pierre pour cette excellente présentation. Lors de l'utilisation que j'ai réalisée, j'ai eu une réaction inflammatoire momentanée. As-tu eu ce phénomène? Alors, mais c'était dans. Est-ce que Jacques peut préciser dans quelle indication c'était? On va attendre sa réponse. En attendant, il a fait une deuxième question. Pendant combien de temps tu hydrates la novomatrice avant la chirurgie? Alors, très bonne question. Moi, j'ai été habitué avec la Lauderme. La Lauderme, on la mettait dans du sérum à température ambiante, on va dire au moins 20 minutes avant la chirurgie. Je sais qu'avec la Novomatrix, on n'est pas obligé de le faire, mais moi, je le fais. Voilà. Voilà. Je pense pas que ce soit préjudiciable à la matrice, bien au contraire, parce que, comme vous avez pu le voir, on va dire dans 95% des cas, je prépare mon greffon avant d'ouvrir le site. Pourquoi? Mais tout simplement parce que la morbidité de l'intervention, elle est moindre dans la mesure où le site receveur va être sera moins ouvert longtemps. Donc, je pense que je diminue je dirais la réaction inflammatoire au niveau du site. Ça, c'est la première chose. Si j'ai pas le complément d'information que je demandais à Jacques, moi, aujourd'hui, je fais très attention. En tout cas, avec la Novomatrix, j'ai pas eu ce genre de problème-là. Maintenant, en règle générale, en chirurgie plastique, il y a des profils de patients. Moi, j'ai tendance à prescrire systématiquement un bilan sanguin avec un bilan en vitamine D et du cholestérol parce que je suis devenu
pas fanatique, mais je crois en beaucoup de choses que Joseph Choucroune raconte. Et j'ai observé de façon assez reproductible que les patients qui étaient en carence vitaminique présentaient des problèmes de cicatrisation. Donc, je suis excessivement prudent là-dessus. A fortiori, si le patient a d'autres biais, évidemment, je ne fais pas allusion aux patients fumeurs qui sont par définition des contre-indications à la chirurgie plastique, mais des patients avec des carences qui ne sont pas forcément que des carences vitaminiques. Mais je fais très très attention. Dans mon expérience, depuis 1 an que j'utilise la Novomatrix, et je le répète, en milieu fermé, d'accord, il y a pour moi dans le traitement des récessions, voilà, tout est enfoui. Je pense, pour avoir rencontré des problèmes de cicatrisation avec l'alloderme, lorsque volontairement ou non, il y a une portion du greffon qui était exposée, je me suis attaché à n'utiliser la Novomatrix qu'en système fermé. D'accord. Et pour le coup, là, j'ai la réponse à la question. Jacques m'a dit dans le cas de la tunnelisation. Ben, tunnelisation, moi je tunnelise. Autant j'ai parfois pas de scrupule à laisser une portion du conjonctif exposée. On sait que dans ces cas-là, on va augmenter la quantité de GK, mais qu'on va diminuer nos chances de recouvrement total. C'est un travail qui a été publié à 20 ans. Je crois que c'est Anne d'ailleurs, H-A-N, américain. Donc, à partir du moment où le patient n'a pas de carence, si la totalité du site de la Novomatrix est recouvert par le lambeau, qui soit tunnelisé ou pas, il n'y a pas de raison que ça s'expose. Et les problèmes commencent quand ça s'expose. Voilà. Ok, justement, j'avais une autre question par rapport à l'exposition de la Novomatrix. Est-il possible de l'exposer? La réponse est dans ma réponse précédente. Moi, j'ai pas l'habitude, j'aime pas faire ce que je me ferais pas moi-même. Moi, aujourd'hui, j'utilise la Novomatrix. Je pense que le produit, il est vraisemblablement plus adapté, à mon avis, je pense. Plus facile d'utilisation pour les raisons que j'ai évoquées, puisqu'il n'y a pas de recto verso. D'accord? Mais la Novomatrix, je l'ai utilisée, j'allais dire, fort de l'expérience que j'avais de l'alloderme. Donc, je suis prudent dans mes indications. J'avance pas à pas. Voilà, je suis pas là pour tenter le diable. Donc, moi, pour l'instant, je ne l'exposerai pas. Et en cas d'exposition, je suis pas sûr non plus, dans des cas, par exemple, d'approfondissement vestibulaire, ou voilà, je ne suis pas persuadé qu'on obtiendrait en cas d'exposition la nature kératinisée du tissu néoformé. Je ne suis pas persuadé. C'est possible, mais voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Redouane, toi? Si on laisse exposer la matrice? Alors, tout d'abord, merci beaucoup Jean-Pierre pour la présentation, c'était excellente, hein. Donc, il faut absolument qu'on se voit très très tôt parce qu'il y a tellement de résultats assez impressionnants. Alors, j'ai 2-3 commentaires. Alors, en premier, pour hydrater la Novomatrix, les 20 minutes, évidemment, la Novomatrix s'adapte très bien à la technique du chirurgien, mais il n'y a pas besoin d'hydrater 20 minutes. Donc, la Novomatrix, elle est dans un packaging préhydraté, dans une solution saline avec des agents conservateurs, préservatifs. Et donc, dans le IFU, Instruction for Use, on a besoin de la laver pendant 1 minute ou 2, soit dans le sang, soit d'une saline, mais elle est déjà hydratée. Mais évidemment, si on a l'habitude de travailler d'une manière, elle s'adapte très très bien. Ça, c'est un. Excusez-moi, donc ce que je fais n'est pas préjudiciable à la matrice? Absolument, mais pas non plus nécessaire. Elle n'est pas du tout préjudiciable. Alors, en termes de stabilité, elle a une durée de vie, shelf life à température ambiante de 3 ans. À partir du, c'est pas 20 minutes qui va la dégrader dans une solution saline. Deuxième commentaire, c'était enfoui par enfoui. Alors aujourd'hui, clairement, c'est un submerged healing, c'est une greffe enfouie. C'est ça, la recommandation, c'est ce qu'on a dans l'instruction d'utilisation.
Maintenant, est-ce il y en a ceux qui se sont un peu pris un plaisir de la laisser exposer? La réponse est oui. De manière intentionnelle, la réponse est encore oui. Ce qu'ils ont vu, c'est exactement ce que Jean-Pierre a décrit. Il n'y a pas d'inflammation, mais il y a une résorption accélérée. Et donc, ils se sont un peu amusés à la doubler, voire à la tripler, pour anticiper cette résorption et avoir un appétissement qui serait acceptable. Mais là, on est clairement en train de discuter d'un walkaround. Ce n'est pas l'application primaire et ce n'est pas pour cela que la non-novatrice a été indiquée. Ça, c'est par rapport à l'exposition. Moi, j'avais une question. Il y a beaucoup de choses que tu as montrées sont assez impressionnantes. Cette superposition des fichiers STL qui nous permet un peu de quantifier. C'est exactement moi ce que je vois. C'est une question que beaucoup de gens qui demandent, est-ce qu'il y a un rapport? Déjà, moi, je vois ici une manière non invasive de faire un suivi de l'appétissement des tissus en fonction du temps, donc avec un scanner intraoral, mais ça répond déjà à une réponse que moi, beaucoup de gens me posent. Est-ce qu'on peut anticiper l'appétissement? C'est quoi le rapport épaisseur de la novomatrice versus épaisseur des tissus qu'on va gagner? Est-ce que c'est un 1-1? Est-ce qu'à 0,5-1? Alors, avec ce scanner, on a un outil. Alors, je vais être très clair là-dessus. Moi, je pense qu'il faut vraiment distinguer les recession type defects parce que du comblement de crête. Et d'ailleurs, on l'a vu, c'est des one case reports, mais c'est quand même assez intéressant. Lorsqu'il s'agit d'augmenter de façon horizontale une crête édentée, je pense qu'on peut, comme en règle générale le défaut est relativement long, on peut gagner 3-4 mm en épaisseur d'autant plus facilement que le défaut est important. D'accord ? Je pense par contre qu'au niveau d'une récession, ne serait-ce que par, pas immédiatement, mais dans les semaines qui suivent l'intervention, les semaines et les mois, la pression, si tout cicatrise bien, qui est exercée sur la membrane, à mon avis, tu vas épaissir de 1,5, maximum 2. Tu vois? Parce que tu as encore l'os. Là, on est déjà dans un rapport 1-1. Mais c'est déjà considérable. C'est plus que considérable. Considérable. Parce qu'on ne pense pas que ça va faire plus, évidemment, parce que c'est une enveloppe vide qui va être repeuplée et remodelée. Et donc, au maximum, on peut avoir 1. Il y a des cas qui anticipent, mais ça n'a pas été fait de manière quantitative. On peut avoir des réductions de volume de 20%, de 30%, mais ça, c'est plus de l'appréciation du clinicien que d'une étude quantitative comme tu as montré. Bien sûr, mais bon, Novomatrix, moi, ça fait un an, d'accord. Moi, les patients dont j'ai traité les récessions avec de l'alloderme, je continue à les voir. À l'époque, j'avais malheureusement pas d'outils numériques pour mesurer comme je l'ai montré, mais très franchement, cliniquement parlant, on a une stabilité sur le long terme maintenant. Moi, les premiers cas d'alloderme, c'est à 12 ans, quoi. Moi, dès que je suis allé voir Alain, dans ma valise, je suis revenu, j'avais de l'alloderme, quoi. Alors, moi, si on me dit que le traitement de la matrice, il est identique entre l'alloderme et la novomatrix, c'est une question que je te pose d'ailleurs parce que je ne sais pas si alors ça c'est la première question que je serais tenté de poser. La deuxième question c'est pourquoi on a un recto verso sur l'alloderme et pourquoi on n'en a pas sur la novomatrix. Pardon, la première question c'était est-ce que c'est le même procédé de fabrication, c'est ça? Oui. Alors, parce que c'est LiveCell qui fabrique. C'est exactement le même. C'est exactement le même. Ce qu'ils ont fait après avec l'alloderme, c'est que ça a tellement bien marché qu'ils ont un peu dérivé des produits dérivés de l'alloderme. Donc, il y a l'alloderme GBR, il y a d'autres produits, Artia, etc. Donc, tu connais. Donc, ça, là, il y a des différences en termes de fabrication pour avoir des produits un peu différents, mais ça reste à peu près le même processus. Donc, en termes de sélection des tissus, en termes de
des lipides, donc l'enlèvement des lipides, donc la décellularisation, la stérilisation, ça reste quand même extrêmement contrôlé comme procédé, donc c'est absolument le même. Hein. Pourquoi? Alors moi, j'ai pas la réponse. Est-ce que le tissu humain natif était pris de manière à avoir deux parties, donc ce sont quand même deux types, donc l'origine est différente. Je sais que pour la novomatrice, on prend toujours de la partie abdominale de manière déépithélialisée, donc on va ouvrir, on rentre que de la partie. Donc c'est un peu plus reproductible. Peut-être c'est un traitement qui a été fabriqué, mais aujourd'hui, j'ai pas vraiment cette réponse. Pourquoi dans l'alloderme, on voit cette différence entre les deux faces, chose qu'on ne voit pas chez la novomatrice. Bon, messieurs, il y a encore une question par le docteur Philippe Paronon. Je me permets juste, parce qu'après, ça sera la dernière. Je suis attendu à un dîner avec un autre praticien et un collègue qui m'attendent. Et je pense qu'il fait tard, mais je vais poser la question. Elle est un tout petit peu… je vais la lire telle qu'elle a été posée. Bonjour. Intervention possible de greffe avec novomatrice sur patiente de 48 ans sous Plavix 75 et cardégique 75. Suite à AVC il y a 2 ans et suivi par CHU de Lyon suite anévrisme cérébraux détecté. Merci beaucoup. Alors là, moi, je serai très clair. Ben, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre contact avec l'équipe soignante. Ça, c'est ce qu'on fait d'habitude dans nos cabinets, quoi. C'est avec cette médication et les antécédents de la patiente, ben, il faut écrire au médecin. Il n'y a que le médecin qui peut donner ou non son feu vert. Donc, effectivement, l'utilisation de la novomatrix est de façon patente moins morbide que si on avait à prélever un greffon chez une patiente qui est sous anti-agrégant, anticoagulant. Ça, c'est évident. On va dire que, mais encore faut-il l'expliquer au médecin auquel on va écrire. Mais la première des choses à faire, c'est rentrer en contact avec l'encadrement thérapeutique de la patiente. Ok. Dans ce cas-là, je vous remercie vivement de vos interventions et le temps que vous avez pris à répondre aux questions. Certains parmi nous, on sera à Rome la semaine prochaine pour notre symposium Biohorizon Camlog. Et on aura l'occasion aussi de rencontrer le docteur Carlo De Annutis, qui nous a été présenté par un autre collègue suisse. Et l'intérêt de cette rencontre, c'est que Carlo, il a utilisé la novomatrix depuis 3 ans et il va nous montrer des résultats sur le long terme. On n'a que 3 ans, c'est déjà pas mal. Roger, 3 ans, c'est pas le long terme, c'est mid-term. D'accord, mid-term alors. Mais bon, enfin, par rapport à notre, parce que nous, on démarre en France. Le long terme, c'est au-delà de cette. À part vous, Jean-Pierre, je pense qu'il n'y a personne n'a plus d'1 an de recul encore. Donc, parce qu'on a démarré à peine il y a 1 an, et donc vous étiez parmi les premiers. Et aujourd'hui, on a réellement besoin de voir ces cas à long terme aussi pour rassurer tout le monde que est-ce qu'on a cette même stabilité, parce que les résultats sont très impressionnants à court terme. Est-ce que c'est maintenu à long terme? Selon lui, moi, dans mon esprit, il n'y a pas de doute. Je vois pas comment ça pourrait se dégrader. C'est pas possible. Voilà. Maintenant, moi, on le disait en off tout à l'heure. Moi, il faut vraiment que je puisse discuter ou rencontrer Redouane. Ça me paraît être important. Il faut également qu'on puisse avoir accès à des informations, à des rencontres, de croisement de compétences, d'utilisation dans des indications différentes. Il y a en France quand même un panel de praticiens expérimentés et je pense qu'il faut s'appuyer sur eux, quoi. Moi, je suis flatté d'avoir été sollicité pour ça. Et il y a des gens qui ont aussi beaucoup d'expérience et à mon avis, plus on sera et
et plus on aura de recul et de croisement d'informations. Voilà. Bonne soirée à tous. Oui, merci, merci. On a une bonne panel de praticiens qui sont en train d'essayer, mais malheureusement, voilà, on revient toujours au même point, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment de recul avec eux. Mais j'espère que d'ici un an ou deux, ça va se faire. Mais il fallait bien démarrer quelque part. En tous les cas, encore 1000 merci pour votre patience et de nous avoir accompagnés ce soir. Et merci beaucoup pour ta présence, Pierre, Redouane également. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et merci beaucoup, Alexandre, d'avoir organisé le webinaire et de nous avoir accompagnés sur l'aspect technique. Sans toi, ça ne serait pas possible. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Au revoir.